prends juste vous dire quelques petits mots sur le conférencier d'aujourd'hui. Donc, Mehdi Zareh est sismologue. Il vient de l'IES à Téhéran, en Iran. Alors, il connaît très bien la France et Strasbourg. La France parce qu'il a fait sa thèse à Grenoble avec Pierre-Yves Barre sur déjà les mouvements forts à l'époque en Iran, 99. Et après, il est revenu dans son pays et il est enseignant-chercheur donc à l'IES, qui est, disons, le grand institut de sismologie iranien. On le connaît bien à Strasbourg aussi, parce qu'on l'a invité 2 fois comme professeur invité en 2002 et 2003, hier, quoi. et on le connaît aussi parce que il y a eu un programme assez conséquent franco-iranien de recherche en sismologie, en géodésie, en gravimétrie, entre les années 2000 et 2006. Et ça s'est arrêté après. Et les choses sont en train de se refaire petit à petit, notamment suite à l'accord sur le nucléaire iranien, l'embargo étant levé. C'est de nouveau, il y a de nouveau une possibilité de collaborer avec nos partenaires iraniens et Mehdi vient un peu aussi dans cet esprit à Strasbourg pour voir qui, chez nous, est susceptible d'être intéressé par développer une collaboration en Iran à l'avenir. Alors aujourd'hui, il nous présente le titre suivant et voilà, à toi. Okay. Merci. Merci Jacques. Merci pour votre invitation. Je suis content une autre fois à Strasbourg. J'ai toujours les bons souvenirs de Strasbourg en 2002 et 2003. Et une autre fois, j'étais à Strasbourg en 2011, il y a 4 ans. Ah oui. Alors, j'espère, Inch'Allah, dans l'avenir, on va aller refaire les choses. Alors, je vais un peu faire un sommaire sur les choses qu'on a fait pendant des années très récentes sur l'alarme sismique en Iran, sur le mouvement fort. Donc, je donne un peu les diapos sur la sismicité du pays, le siècle, c'est-à-dire dans 1900 jusqu'à octobre 2015, mais c'est la magnitude 2 à 3. Alors, ils sont la plupart des données enregistrées dans les années très récentes, c'est normal. Mais si on part, par exemple, pour magnitude 5 à 4, vous voyez bien, c'est un peu plutôt la région vers le sud du pays qui est très sismique, dans la région de Zagros, mais ce n'est pas la seule région sismique. Nous avons Alborz, Azerbaïdjan, l'est du pays, l'est de l'Iran. Et quand on part vers les magnitudes 5 et 6, nous avons des figures, et 6 à 7, les figures comme ça. Donc, ils sont normalement moins peuplés, les séismes, mais ils sont plutôt vers un peu partout, quoi. Mais dans la même région que nous avons la possibilité de la déformation possible dans la croûte en Iran. Mais alors, le problème dans les décennies dernières, alors nous inquiétons plutôt pour magnitude 7. Ils sont les magnitudes 7, plus de 7 du pays pendant les derniers 100 ans de l'histoire. Et vous voyez bien, par exemple, l'endroit du séisme de Kabas de 78 et le séisme de Manjil en 90. Et il y avait plusieurs séismes dans la région de l'Est, Khorasan. Et donc, quand on fait une cumulation de toutes les données, vous voyez la sismicité avec toutes les magnitudes différentes. Donc, alors, nous avons seulement une région qui est, on l'appelle comme la région de Saint-André-Sirjan, qui est un peu moins sismique.
Et la ville de capitale de Perse dans le 16e siècle, 16e jusqu'à 18e siècle, Isfahan se situe dans cette zone-là. Heureusement, cette ville n'est pas trop touchée par le séisme et la beauté historique de la ville est réservée. Mais par exemple, la ville de Tabriz est toute rasée par le séisme vraiment important qui détruit totalement les monuments historiques qui existaient auparavant. Alors, maintenant, vous regardez un peu la démographie du pays. Nous avons la concentration de la population, par exemple, dans la province de Téhéran, Azerbaïdjan, Khorasan. Il y en a malheureusement les régions très sismiques et à cause de la sécheresse, il y a des déplacements de la population dans le pays vers les grandes villes. Dans 20 dernières années, il y a des statistiques qui nous disent qu'il y avait 25 millions, à peu près 25 millions des Iraniens qui sont déplacés, la plupart, 70%, par des villages vers les grandes villes. Une cause vraiment importante, c'était la sécheresse et le manque de l'eau. Et donc, il y a maintenant Mashhad, elle-même, avec une population de 3 millions, avec un banlieue de 1 million, c'est-à-dire 4 millions. Téhéran et Karaj, ensemble, ça devient un mégapole de 17,5 millions. Et Tabriz, qui est une ville de maintenant 2 millions de peuples. Et les trois, ils ont les endroits qui sont déjà eu les séismes vraiment importants. Donc, voici les réseaux sismiques du pays. Il y a deux, c'est le réseau que notre institut s'occupe. On s'occupe, c'est le réseau de broadband et c'est le réseau de l'Institut géophysique. C'est un réseau de courte période et c'est le réseau broadband. Ensemble, ça devient les stations qui sont maintenant 135, 140 à peu près. Et si vous regardez sur les réseaux accélérométriques, maintenant nous avons plus de 1100 stations accélérométriques et à peu près 11 000 enregistrements accélérométriques en 3 composantes dans le pays. Donc, c'est un peu partout. Ça a commencé il y a à peu près 40 ans, en 1973. L'enregistrement accélérométrique a commencé en Iran il y a 42 ans. Donc, et ma thèse, c'était à l'époque à Grenoble, c'était la première thèse qui a été faite sur les données accélérométriques en Iran. Mais après, il y avait plusieurs études différentes sur ce type de données et on continue. C'est un peu le zonage sismique qu'on a fait en Iran pour une période de retour de 475 ans. Mais je reviens, je donne un peu les exemples différents. Par exemple, c'est l'endroit de Bam, le séisme de Bam de 2003, avec un magnitude 6,5. Il y avait plus de 30 000 victimes dans cette ville historique. Malheureusement, la partie de la faille qui passe exactement de la ville fait une activité et qui fait vraiment une catastrophe. Donc, alors j'ai pris ces photos de l'avion. Vous regardez bien le terrasse de la faille de Bam, à côté du désert de Lut. Et ici, ça arrive à côté l'est de la ville de Bam. Regardez comme ça.
Et alors, ce qui était, à mon avis, la raison de séisme de Bam, c'était un croisement tectonique, c'est-à-dire deux lignements qui croisaient à côté de Bam. C'est la rivière de Pochtrud, qui est une autre faille, à mon avis, et la faille de Bam, et donc il y avait une interaction tectonique qui a fait une lacune sismique, et après peut-être 5000 ans, ça bougeait, il y avait un gros séisme comme le séisme de Bam. Donc oui, vous regardez bien, ça c'est le citadelle de Argebam, le plus grand ville en terre du monde, qui est vraiment touché par ce séisme. Il y avait les monuments historiques qui a été reconstruit pendant 40 ans. Ça a été détruit pendant le séisme de 2003. Et donc, c'est un peu la ville d'aujourd'hui, c'est-à-dire après la reconstruction de la ville de Bam. À mon avis, malheureusement, ils ont refait la ville vers la faille, c'est-à-dire c'est la faille de Bam. Ils ont fait le même erreur qu'ils ont fait avant. Vous voyez bien qu'il y avait des constructions des quartiers à côté de la faille. Alors, on ne sait pas, après peut-être une centaine d'années, il revient un séisme. Peut-être ça sera une catastrophe comme celui-ci, le séisme de Bam, ce qui se produisait en... Les constructions sont meilleures. On espère. Alors, les gens qui l'ont fait disent qu'ils sont meilleurs. Alors, du point de vue de psychologie de l'après-séisme, c'est normalement le meilleur qu'avant. C'est-à-dire, ils reconstruisent les choses, peut-être un peu plus conservatif, quoi. Mais en tous les cas, l'endroit qui implante la ville, c'est vraiment important. Et donc, oui. Donc, comme j'ai expliqué, ils sont les segments de la faille. C'est un peu le séisme de Tabas en 1978, le 16 septembre 1978. Alors, il y avait à peu près 20 000 morts à côté de désert. Il y avait la faille qui a bougé. Une autre ville historique désert de Perse a été complètement détruit pendant ce séisme-là. Un peu bougé vers le nord-ouest du pays, vers Azerbaïdjan, Tabriz, la lac de Urmiye. Maintenant, il y a un problème de l'eau là-bas, parce que c'est presque sec maintenant, ce lac. Alors, je vais vous montrer les photos récentes. Voici, c'est la photo que j'ai prise en 28 janvier 2015, c'est un erreur, c'est 2015, 28 janvier 2015, et vous voyez que c'est à peu près sec, le lac. Alors c'est un problème majeur dans le pays. Alors c'est toujours une question dans ma tête que peut-être la sécheresse et ce grand manque de l'eau peut faire un... Est-ce que c'est possible qu'il fait un déclenchement d'un gros séisme d'après ou pas? Alors c'est une question, on peut le vérifier. Et à côté de cette lac, c'est la faille de Salmas. Il y avait le séisme de 1930, plus de 2000 morts. Mais pourquoi le victime c'était limite à l'époque? Parce qu'il y avait un fort choc de magnitude 5,5 pendant la journée, et ils ont évacué la ville. Après minuit, il y avait un séisme 7,2 qui se produisait, et en tous les cas, il y avait 2000 morts à cause du séisme de Salmas. Mais la ville est détruite, et une autre ville construite à côté, mais il y a des églises là-bas, il y a des chrétiens
qui sont autour de cette région-là. Et il y a des églises qui réservent un peu le signal de séisme de 1930 jusqu'à présent. Par exemple, vous voyez cette croix qui est tombée à cause du séisme de 1930 et ça réservé comme ça. J'ai écrit il y a 2 ans une lettre à l'Organisation de patrimoine national en disant que cette église-là peut être un symbole de tourisme, comme l'église de Lisbonne, l'endroit qui donne un peu l'aspect touristique au séisme de 1755. Et ça peut être quelque chose d'intéressant parce que ça montre la sismicité de la région. Et heureusement que c'est protégé, c'est-à-dire que personne ne peut entrer dans cette église. Donc c'est bien réservé, mais ce n'est pas encore pour les visites des touristes et tout. Et c'est à côté de Salmas, nord de Oromieh. Alors, un peu les photos de, par exemple, c'est la ville de Rome, 140 km au sud de Téhéran. Et vous voyez qu'il y a des failles, et là-dedans de la ville, c'est la construction très progressive de la ville, qui est venue à peu près sur les failles de Rome. Donc, c'est un peu classique, quoi. C'est la faille de Mosha, à 60 km nord-est de Téhéran. Vous voyez la construction exactement sur la faille. C'est le plan de la faille de Mosha. Alors, il y a 10 ans, même 12 ans, on a visité avec Jacques cette région de Mosha et Abali. Et donc, un peu les photos de Téhéran. C'est une ville immense avec une population de 13,5 millions pendant la journée. C'est vraiment, à mon avis, c'est un problème majeur de pays qui devient de plus en plus compliqué. Il y a 7 rivières essentielles. Il y a la question de la crue. Inondation peut être... Il y avait 2 accidents de l'inondation cette année, pendant l'été, dans la ville de Téhéran. Et il y a des failles. Et donc, la sismicité de la ville, je reviens. Il y a la possibilité de glissement de terrain. On a fait une analyse de toutes les données ensemble. Et c'est la possibilité de glissement de terrain. Et maintenant, vous voyez les glissements de terrain qui se produisaient avant. Donc, on a mis les glissements de terrain actuels sur la faille de la possibilité. La plupart de la région du nord, il y a la possibilité de glissement de terrain à Téhéran. Donc, dans la ville elle-même, il y a des failles qui passent au nord, au sud, un peu partout, il y a des grandes failles. Il y a une interaction, section de 2 failles, de nord de Téhéran et Mosha, et dans la distance de 35 km de nord-est de Téhéran. Donc, ça sera vraiment, ça peut être un problème majeur pour après. Alors, il y a un grand glissement de terrain à Abali, à côté à peu près 50 km nord-est de Téhéran. Peut-être ça vient d'être déclenché dans le séisme de 1830, peut-être, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais il y avait un grand glissement de terrain sur la faille. Et c'est le village de Cannes, la faille du nord de Téhéran. Et ici, vous voyez la faille du nord de Téhéran et une ville qui s'appelle Laosan, une ville qui est maintenant un quartier chic, c'est-à-dire que tous les riches partent là-bas pour faire les villas et les appartements vraiment chics. Mais cette région-là, cette ville-là, se situe exactement sur la faille de nord de Téhéran. Donc, heureusement que les riches, ils habitent les endroits qui sont dangereux. Donc, alors, ça veut dire qu'ils ont les moyens de faire du parasismique, c'est ça? Et donc, voici les failles, alors la zone de la faille de nord de Téhéran, qui est à côté de Laosan.
c'est le trace de la faille de nord de Téhéran qui passe exactement au nord de la ville. Et vous voyez bien, c'est assez récent, en avril 2015, vous voyez que la construction continue sur la faille parce que le prix de bâtiment, le prix de terrain, c'est vraiment énorme là-bas. Même des fois, c'est plus cher que Paris, si vous comparez ça. C'est une économie vraiment un problème vis-à-vis de la question de la sismique, à la naturelle, une région qui est la faille et qui est la possibilité de glissement de terrain. Il y avait un grand glissement de terrain dans cette région-là, nord de Téhéran, et vous voyez que ça continue. Ils construisent. Alors c'est le mairie qui dit, alors vous, les scientifiques, vous faites beaucoup de discussions, c'est pas très précis, alors il faut que vous décidez vous-même avant et après donner le conseil à nous. Il y a des Japonais qui font tout, un peu partout, sur la faille, en traversant de la faille et tout. Mais en tous les cas, à mon avis, c'est une question vraiment majeure, c'est que on oublie qu'il y a vraiment une question de aléa naturel, c'est-à-dire la faille, la rupture, mouvement fort, glissement de terrain, tout ensemble dans une région. Et à côté, c'est la rivière qui avait la crue en 1987. En août 1987, cette année-là, il y avait la crue, et il y avait 250 morts dans la crue qui était faite dans cette année-là. Donc, vous voyez un peu l'exposition de l'air naturel au nord de Téhéran, dans le même endroit. Et maintenant, c'est un autre exemple. Vous voyez, c'est un campus au nord de Téhéran, l'université. C'est le bâtiment central de l'université, et c'est le dirigeant de l'université le bureau se situe exactement dans ce bâtiment-là, exactement sur la faille. Donc c'est une grande chance qu'ils ont fait le bureau de grand chef exactement sur la faille de nord de Téhéran. Oui, c'est vrai, mais si vous passez maintenant dans cette région-là, vous ne pouvez pas regarder cette façade parce que ça a été fait comme un parking, donc tout est caché, masqué. Mais alors, à l'époque, j'ai eu un cours là-bas. Un jour, j'ai demandé à mes étudiants de sortir et ils ont fait un quai sur la faille. Vous voyez, c'est exactement la faille de nord de Téhéran. Alors, dans la région, c'est très proche à l'IES, notre institut. Il y avait un grand tour de 20 étages, et ils ont fait un autre 20 étages à côté. Alors, chaque appartement dans ce bâtiment est vendu à peu près 7 millions de dollars. Chaque bâtiment. Chaque appartement autour de 7 millions de dollars. Ça a été vendu dans ce bâtiment-là. Vous voyez maintenant à côté l'autre bâtiment qui était en train de finir. Ça a été déjà fait, déjà ici. Parce que c'est exactement en face de mon bureau et c'est moi qui étais toujours en train de faire l'observation sur la construction de ce bâtiment. Alors, comme j'ai expliqué, il y a 7 grands glissements de terrain au nord de Téhéran. Notre question, il y a un grand glissement de terrain sur la faille de nord de Téhéran. Alors, jusqu'à présent, on a fait tous les calculs avec la possibilité d'une magnitude maximum 7 pour la faille de nord de Téhéran. Mais avec cette taille de 4 à 5 km multiplié par 2 km de glissement de terrain, peut-être on arrive à une magnitude 7,5 pour un séisme qui a
faire le déclenchement de ce glissement de terrain. Peut-être c'est possible. Alors à mon avis, il faut refaire les calculs de la sismique dans cette région-là. Alors, ils sont les failles dans la ville. Et je vous donne un tour très rapide sur la sismicité historique autour de la ville de Téhéran. Ils sont le premier séisme qui est historique, c'est le séisme de 310 avant Jésus-Christ. Et après, c'est 743. Ils sont marqués dans le bouquin de The History of Persian Earthquakes par Ambrasé et Melville. Donc, j'ai fait un peu plus rapidement pour donner un peu l'animation, ce qui s'est passé pendant le dernier 2000 ans. 855, 958, vous voyez, autour de la ville. Ici, par exemple, c'était un séisme de 1384 qui avait une magnitude 6,5, alors c'est estimé 6,5, exactement au sud de Téhéran, qui a détruit la ville de Rey, qui est la partie historique de la ville de Téhéran. Donc on arrive à... On continue comme ça. Voici le dernier, le plus récent et le plus proche. C'est le 1830, qui était dans la distance de à peu près 30 km de Téhéran. Et après, c'est le séisme de 1962, il y a 53 ans, Bunzara. Et ensuite, c'est le séisme de Manjil, 1990. Et finalement, le séisme de 2004, qui se produit dans la distance de à peu près 70 km de Téhéran, au milieu d'Alborz. Donc, si vous regardez cette carte-là, vous voyez qu'autour de Téhéran, il y avait des gros séismes, mais dans la ville elle-même, pendant ce dernier 2300 ans, il n'y avait aucun gros séisme important. C'est-à-dire, en gros, nous avons des lacunes sismiques. Et d'autre part, il y a des failles sismiquement actives, c'est sûr. En regardant les séismes qu'il y avait autour de la ville, chaque 200 ans, il faut espérer un séisme de magnitude 7, dans la distance de 100 km de Téhéran. Donc, un prochain séisme peut être possible dans les années ou les décennies qui viennent. Alors, pour le développement de la ville, c'est la ville en 1995 et vous regardez, c'est 2015. Après 20 ans, c'est la plupart de la ville dans la région de nord-ouest et surtout dans l'ouest de Téhéran est construit. Maintenant, j'ai fait en arrière pour vous montrer que ici c'était très peu peuplé et maintenant c'est tout couvert par le bâtiment. Donc après 20 ans, c'est une ville qui est de plus en plus attrape plus des populations qui arrivent à Téhéran. Et nous avons fait très récemment une étude d'enregistrement des bruits de fond. Donc, alors je vais vous montrer qu'il y a par exemple au sud-est de Téhéran, il y a une lacune sismique. Et nous avons fait, après regarder les séismes historiques de la région, nous avons fait une étude géophysique dans la région de Varami, à 50 km sud-est de Téhéran, et nous avons compris qu'il y avait vraiment une faille qui est couchée par les alluvions de plein de sud-est de Téhéran. Mais c'est une faille continue.
sur la surface, on ne trouve pas les traces de la faille, mais c'est couché sous le dépôt très récent. Donc, c'est la faille de Carizac, au sud de Téhéran. J'ai pris cette photo de l'avion. Et c'est la faille de Peshawar. Donc, les deux, ils sont connectés, mais sous les sédiments de sud-est de Téhéran. Et il y avait, c'était le séisme de 1384 sur cette faille-là. Et très récemment, au mois d'août, il y avait un autre séisme avec un magnitude 4,4 sur cette faille-là, la faille de Peshawar, qui a bougé vraiment la ville. Il y avait beaucoup de discussions sur la possibilité de séisme à l'âge sismique dans la capitale. Donc, alors, vous regardez bien, c'est la falaise de la faille de Peshawar, la ville de Peshawar elle-même, et le séisme de Bouizahra, 1er septembre 62. Donc, on a fait, il y a des réseaux ILPA et TDS1 dans la ville de Téhéran qui travaillent depuis commencé de travailler, qui est en opération depuis 1976, et l'autre qui a commencé en 1995. Donc, on a essayé de faire une étude théorique et empirique pour comprendre les effets de l'amplification possible. On a fait une manip de 29 stations dans la ville, un peu partout dans la ville, mais alors, c'était pas beaucoup de mesures, mais quand même, il y avait des mesures qu'on a fait. Donc, vous regardez un peu le manip. Et nous avons utilisé les données. On a eu les profils de vitesse des ondes de TRS. Donc, dans la plupart des cas, la profondeur des profils, c'était entre 50 à 60 mètres. Donc, ça donne un peu l'image, pas très complète, de la situation géotechnique et peut-être un peu l'amplification du sol dans cette manifestation qu'on a fait les mesures. Donc c'est la carte géologie récente, quaternaire. C'est le manip de bruit de fond que nous avons fait à Téhéran. Voici un peu le résultat que surtout on a trouvé vers le sud de Téhéran. Dans la plupart, vous voyez que nous avons reçu l'amplification pour les basses fréquences, c'est-à-dire 1, 2 ou peut-être 3 Hz. C'est un peu l'amplification en basse fréquence. Donc, pour une période longue, on peut penser sur une amplification possible. Surtout dans la région de l'extrême sud de Téhéran, la région qui est vraiment peuplée, le plus peuplé, le quartier le plus peuplé de la ville. Et voici le résultat de traitement de signal que nous avons fait. Donc, dans la plupart des résultats que nous avons obtenus, vous regardez bien qu'entre 1 et 3, et 2 Hz, nous avons eu la fréquence fondamentale de l'amplification. Donc, on a essayé de un peu modéliser les données de façon théorique et avec des bruits de fond. Voici un peu le résultat de la méthode ICurve, c'est-à-dire la composante horizontale divisée par la composante verticale. Alors, pourquoi on a fait cette étude? Pour estimer l'accélération maximale sur la surface, c'est-à-dire en regardant la situation de sol sur la surface. Donc, c'est le modèle sismotectonique, c'est-à-dire le sursismique
autour de Téhéran. Et vous regardez bien les failles, les sources sismiques majeures de Téhéran. Alors, voici le résultat des analyses sismiques que nous avons fait. Dans cette carte-là, vous regardez bien l'amplification maximale qu'on a trouvée pour la région du sud de Téhéran et l'accélération spectrale pour, par exemple, une période de 0,1 seconde dans la région de Téhéran. Donc, en regardant la situation de sol, l'amplification du sol, l'accélération du sud de Téhéran devient de plus importante même que le nord de Téhéran. Si vous souvenez, il y avait la faille du nord de Téhéran qui était le plus important. Mais en prenant en compte la situation du sol, on obtient des résultats le plus importants vers le sud. Donc ça montre que, c'est-à-dire vers le sud de Téhéran, il y a une question vraiment importante de l'amplification et je répète que la concentration de la population, c'est le plus important dans cette région-là. Donc le risque sismique, c'est vraiment élevé là-bas. Donc, je donne un peu, si j'ai un peu le temps, Jacques, ou C'est quelle heure? Il est 2h43. 3h24. Il te faut combien de temps? 10 minutes, c'est bon? Ok, je continue 10 minutes. Donc, je vous donne un peu les diapos d'une autre étude qu'on a fait vers le sud pour faire très rapidement, pour regarder un peu la possibilité de tsunami dans le Golfe Persique. Donc, c'est un peu la sismicité dans le sud du pays. Si on regarde, alors normalement on parle de la possibilité de tsunami dans le Golfe d'Oman, mais dans le Golfe Persique, il y a, autour du Golfe Persique, maintenant il y en a 15 millions d'habitants. Alors 3 millions en Iran et 12 millions dans de l'État arabe de Golfe Persique qui habitent au sud de ce golfe régional. Donc, vous savez bien que, alors, c'est une région vraiment importante du point de vue de l'énergie, mais le problème majeur pour nous, c'était essayer d'avoir de plus en plus possible les données des failles majeures et sismiquement actives dans la mer, parce que la plupart des informations que nous avons toutes, c'était des failles qui se situent, par exemple, en Iran, ou, si possible, par exemple, en Oman, et pas dans la mer. Mais, en tous les cas, on a trouvé un peu les données. Avec ces données qu'on a eu, je vous donne un peu les exemples de la sismicité. Par exemple, c'est le séisme d'avril 2013 à Chombe-Boucher. Boucher, c'est près de centrale nucléaire iranien. Centrale nucléaire de Boucher se situe ici. Donc, voici de la ville de Chombe, dans une distance de 80 km de Boucher. Et la ville est vraiment touchée, mais heureusement, à Boucher, il n'y avait pas un grand dégât. Mais c'est intéressant qu'il y avait de liquéfaction là-bas. Moi-même, après le séisme de Mandjil de 90, que personnellement observé une liquéfaction en Iran, c'était la deuxième fois que j'ai vu une liquéfaction, mais cette fois-là dans la région de Zagros. C'est à côté de la rivière du Monde, pas très loin de l'épicentre, et il y avait un peu les fissures, peut-être les ruptures. Je ne veux pas dire qu'il y avait la faille sismiquement active, mais il y avait les fissures sur la terre, à côté d'un diapir, à côté de l'épicentre. Donc, à l'autre côté du Golfe Persique, c'est l'État de Qatar,
avec un réseau très récent. Et à côté, c'est Émirats d'Arabes Unis. Ils ont un autre réseau, mais ils ont très récemment commencé à observer un peu la sismicité de la région. Pas beaucoup de données, pas beaucoup de résultats publiés, c'est-à-dire, mais il faut essayer un peu de comprendre et ramasser les données de plus en plus possible en observation moderne et avec la collaboration, certains. Mais en tous les cas, jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup de publications sur les données qu'il observe de ce côté-là. Donc, vous savez bien que pour un tsunami, il faut avoir un déplacement dans la mer, c'est-à-dire par une faille ou par un grand glissement de terrain. Et s'il y a une faille, il faut observer les failles sismiquement actives. Est-ce qu'il y a des déplacements possibles ou pas? Et par exemple, pour la région de Golfe Oman, il y a la faille de subduction de Makran, pour lequel un magnitude maximum 9 est estimé, en disant que si la faille, la totalité de la faille va glisser dans une seule fois, on peut espérer une magnitude même au niveau de 9. Mais en tous les cas, il y avait une étude très récente en 2015 qui a modélisé l'alerte de tsunami dans le golfe de Oman, mais ils n'ont pas grandi sur le golfe Persique. Et il y avait un séisme en avril 2013 dans la zone de la subduction de Makran, et ça bougeait vraiment toute la région. La profondeur de ce séisme était de l'ordre de 70 km, 75 km. Heureusement, la région s'était vraiment peuplée, donc il y avait seulement 43 morts. Il y avait un mort en Iran et 42 morts au Pakistan. Et pour un magnitude 7,8, c'est vraiment bien pour les pays comme l'Iran et le Pakistan. Donc, voici l'épicentre, vous regardez bien ici. 3 semaines après, il y avait un autre séisme dans la région de Makran avec un magnitude 6,2 de l'autre côté de Makran. Et donc, en 2013, il y avait beaucoup de la discussion sur la possibilité de tsunami, un gros séisme dans le sud-est du pays. Oui, c'est la région de Makran. Vous voyez que même avec le deuxième séisme, au Makran, il y avait le glissement de terrain, le bloc qui sont déplacés à cause de ce séisme, la taille de ce bloc, c'est plus grand que moi. Et c'est vraiment ça bloquait tous les moyens, c'est-à-dire tous les routes vers l'épicentre, et ça a un peu duré 1 ou 2 jours pour un peu ouvrir les routes pour avoir l'accès vers l'épicentre. Vous regardez bien la situation. Mais c'est intéressant que la tradition de vivre dans ce type de temps, c'est aider beaucoup le peuple après le séisme. Parce qu'eux-mêmes, ils ont eu ce type d'habitation intégrée dans leur maison. Alors, il y avait les grands les immeubles modernes qui sont détruits et ce type d'habitation qui restait pas touché, en fait, pas trop touché. Donc, ils ont eu un endroit pour continuer à vivre dans la région. Donc, je vais juste vous montrer les résultats qu'on a obtenus pour une étude dans Assaluye Siraf. Le port de Siraf, il y a 1000 ans, c'était un des grands
porte, région de commerce dans le Golfe Persique. Ça a été détruit dans deux séismes, un après l'autre. Il y avait le séisme de 978 et 1008. Donc, après 30 ans, il y avait deux séismes. Et dans l'histoire, ça a été écrit qu'une partie de la ville est submergée dans la mer. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un tsunami ou subsidence? Alors, personne ne sait exactement. Mais si vous visitez la ville de Siraf, vous trouvez les traces de bazar de Siraf qui est maintenant dans la mer de Golfe Persique. La continuation de bazar historique, ça continue dans la mer, c'est-à-dire une partie de la ville, c'est vraiment dans la mer, quoi. Il y a dans cimetières historiques, il y en a beaucoup des interprétations différentes du point de vue d'archéologie. Alors il parle qu'il y a une façon de vivre il y a plus de 2000 ans dans cette région-là. C'est pas vraiment clair, mais il y en a des articles, il y a des rapports archéologiques sur cette région-là, mais en tous les cas, pour nous, c'est le seul, peut-être, témoigne d'un vrai, peut-être, tsunami dans le Golfe Persique. C'est-à-dire, d'autre part, Siraf, c'est à peu près 30 km à Saluye. À Saluye, maintenant, c'est une région le plus importante de l'énergie en Iran. C'est-à-dire, c'est le terminal de gaz de l'Iran. C'est le réserve le plus important de gaz Pars de Sud, qui Iran et Qatar partagent cette réserve très importante. Et donc, le terminal de gaz iranien existe ici à Saluye, pas très loin de Siraf. Donc, à mon avis, il faut aller regarder un peu ce qui se passe à Siraf et à Saluye. Donc, vous regardez bien un peu les choses qui ont été construites là-bas. Les Français, Total, a été en train de travailler là-bas il y a plus de 10 ans. Les usines de gaz, ils ont construit, il y avait beaucoup de compagnies étrangères là-bas. Donc, nous avons fait une étude, une modélisation des sources, et finalement, voici la modélisation, le maximum, la magnitude maximum, et le taux, le glissement maximum possible, et le taux l'auteur de l'eau qui peut se produire pendant un tsunami possible dans cette région-là. Donc, à la fin, on a trouvé la valeur que je vais vous montrer. On a classifié entre 0 et 3, c'est-à-dire 4 classes différentes, comme le niveau de risque de tsunami. Le plus important, c'était le niveau 2 à Siraf et à Saluye. Donc, on a calculé la magnitude, l'auteur de vague de l'eau qui arrive à 3,5 mètres possible. Mais alors, ils sont les calculs, à mon avis, préliminaires. Il faut aller plus loin pour faire un calcul peut-être plus en détail. Donc, je vais arrêter ici. S'il y a des questions, je suis disponible. Merci pour votre attention. Des remarques ou des questions pour Mehdi? Tous ces sujets, c'est vous qui les avez traités au niveau de l'Institut ou c'était en collaboration avec d'autres instituts? Vous avez traité ça comment? Lequel? Parce que j'ai montré les différentes études de risque, etc. Pour les données accélérométriques, c'est l'Institut, c'est-à-dire Building and Hosting Research Center, BHRC, qui est le responsable, qui fait le manip de l'accélération.
c'est-à-dire le mouvement fort. Et donc, on fait la collaboration avec eux. Mais les calculs que je montrais, les études, c'est-à-dire ils sont sortis des projets différents que j'étais le responsable dans les années très récentes. Et le manip que j'ai montré pour Téhéran, celui-là aussi, c'est un autre projet qu'on a fait dans notre institut. Et pour le tsunami, il faut que j'ajoute, pour le tsunami, c'était une question qui est venue du côté de compagnie de pétrole iranien, National Iranian Oil Company. Donc c'était eux qui nous demandaient la question, est-ce qu'il y a la possibilité de tsunami, là et tout, et donc ce parti-là est sorti de ce contrat de travail avec National Iranian Oil Company. Oui. Et c'est vous qui l'avez fait à l'Institut? Oui. Oui. Et en termes de code parasismique, Oui. vous avez déjà parlé dessus, il y a vraiment des normes parasismiques actuellement en construction qui sont appliquées, pas appliquées enfin. Oui, il y a une, si je pars un peu plus loin, je peux vous montrer la carte pour qui. Alors, c'est la carte que j'ai fait très récemment, mais c'est la compilation pour... alors, il y a un code parasismique iranien, standard numéro 2800, en Iran, c'est le code, le nom de code. Donc, cet standard est obligatoire dans le pays. La première version de ce code a été écrit par M. Mouinfa, le premier ingénieur parasismique iranien en 1964. Donc, c'est une histoire de plus de 50 ans de code parasismique en Iran, mais à partir de 1970, ça a été publié comme une partie de code de bâtiment, c'est-à-dire il y avait le code de bâtiment, il y avait un chapitre sur le code parasismique. Mais dans les années 80, M. Mouinfa guidait un groupe des ingénieurs et des chercheurs et ils ont publié le code 2800, c'était alors le nom de code, et ça a été fait par le ministère de l'urbanisme de l'Iran et c'est un approuve de gouvernement, c'est-à-dire du gouvernement d'Iran en 1988. Ça a été devenu une règle de la construction en Iran. Et à partir de ce moment-là, c'était une règle de faire appliquer le code parasismique pour construire le bâtiment. Mais c'était après le séisme de Mandjil, c'est-à-dire en 90, que tout le monde cherchait, alors est-ce qu'il y a le code ou est-ce qu'il n'y en a pas, parce que c'était un séisme, et il y avait pratiquement, c'était après le séisme de Mandjil qui était vraiment sévère. Et donc, à partir du séisme de Mandjil, il y avait un comité de conseil de toujours 48 membres. À partir de 2000, je suis un membre de ce comité. Alors, il y en a des groupes différents. Par exemple, il y a des groupes de zonage sismique. Je suis un membre de zonage sismique. Et un groupe de spectre. Là-dedans, je suis un membre. Mais il y en a des groupes par exemple, de béton. Il y a des groupes de dimensionnement et des autres groupes. Il y en a 6 groupes différents qui travaillent. Et, chaque 5 ans, il y a une édition qui sort de ce groupe de supervision. Donc, c'est le résultat de ce qu'on fait dans le groupe de zonage avec les données qu'on a. C'est la version,
c'est la première version de code de zone sismique pour le code parasismique en Iran. Et voilà, je crois que oui. Et on a mis tous les données pour... voici, c'est la première. Et c'est le 13e et 4e. Finalement, en 2014, c'est fini. C'est-à-dire maintenant, cette version-là, c'est une obligation, c'est une obligation de considérer dans la construction du bâtiment. Alors, mais il y avait les études, cependant, pour donner un peu le conseil de ce comité-là. Voilà. Oui. Le dernier que je vais vous montrer. Oui, c'était celui-ci qui est la carte de code iranien. Oui. Et le respect des règles par rapport à... C'est uniquement appliqué sur les bâtiments collectifs, les bâtiments d'État, non, oui. Tout le monde, c'est une obligation de respecter. Alors, est-ce qu'il est vraiment respecté dans la construction? C'est toujours une discussion qu'on peut avoir. Par exemple, au niveau de performance d'ingénieur qui fait le dimensionnement, au niveau de moralité de profession, au niveau de types différents, des aspects différents de dimensionnement et la construction. Parce que des fois, le dimensionnement c'est bon, mais la construction, l'exécution, c'est pas très bon. Mais c'est pas seulement pour les bâtiments collectifs, c'est pour les bâtiments individuels et collectifs, l'État et privé, tout. Même dans les provinces et dans les petites villes, tout. Mélie, moi j'avais une question là sur la liquéfaction, puisque tu as dit, tu as toi-même de tes propres yeux vu au moins 2 exemples, c'est ça? Oui. Tu peux revenir là-dessus et juste nous réexpliquer ce que c'est? En fait, pas très loin de l'épicentre de séisme de Chambéry, il y a la rivière du Monde. Je peux vous montrer sur la carte. Il faut que je retourne un petit peu, mais non. Oui. J'arrive. Voilà. Donc, c'est l'anticyclone du monde et c'est l'épicentre. Ici, on peut voir un diapir qui est là et un autre qui s'expose ici. Et la rivière, c'est la rivière, regardez. Donc, c'est pas très loin de l'épicentre. Et c'est normal que l'argile, le pourcentage d'argile, c'est très haut dans cette plan-là. Et le niveau de nappe phréatique, c'est très haut, c'est-à-dire peut-être 2 ou 3 mètres, comme ça, peut-être moins, des fois. Donc, après le séisme de magnitude 6,3, il y avait une région dans une surface de 2 à 5-6 km, on peut trouver les volcans de sable comme ça, et qui nous... alors, c'était évidemment liquéfaction à cause de séisme de Chambéry, mais heureusement, il n'y avait pas de bâtiment là-dessus pour incliner le bâtiment ou la route. Donc c'est une remontée des aquifères pendant le mouvement cosismique. Exact. Exact.
Enfin, remonter l'aquifère, c'est peut-être. C'était plutôt. Oui. Et donc, la surpression, tu as de l'argile qui te permet d'avoir la surpression, et la surpression va te séparer toutes les particules qui sont dans le sol, et le sol, il n'a plus de cohésion. Donc, c'est pas vraiment une remontée de l'aquifère, c'est qu'on rentre l'aquifère en pression, ce qui fait que les éléments se désolidarisent, et du coup, ça se comporte comme un liquide. Mais si, justement, pour que vous précisiez l'argile, en fait, il faut une couche de blocage, sinon ça part et il n'y a pas de montée de pression. L'eau existe déjà. L'eau existe. L'eau existe, oui. Il faut de l'argile, enfin, il faut quelque chose qui bloque. Tu n'as pas ça s'il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, tu n'as pas ça, et si tu as des éléments trop gros dans le sol, tu n'arrives pas parce que tu n'arrives pas à monter la pression. Et il faut que tu aies aussi de l'argile pour bloquer la pression. Donc il y a plusieurs critères à avoir pour générer des liquéfaits. Et c'est évidemment dévastateur pour les Parce qu'il habitations. dessus, oui, ça se transforme en. Enfin, l'exemple de Mexico ou ailleurs, on a l'exemple de bâtiments qui se couchent ou qui sont. Oui. Niigata au Japon, Mexico, Manjil en Iran, les régions pas très loin des rivières, pas très loin de la mer, et il y a la possibilité de ce type de. Alors, ce qui est intéressant en général dedans, c'est que c'est symptomatique d'un séisme fort. Il y a des accélérations fortes pour le faire. Oui. C'est pas avec la magnitude 5, 5,5, tu vois des choses. Alors après, on les a peut-être jamais vues, mais en général, on est plutôt entre 6 et 7 quand on commence à voir des choses. Oui. Magnitude de séisme de Manjil, par exemple, c'était 7,3. Donc, c'était suffisant pour une vérification. Et la nappe phréatique, c'est à 3 mètres, vous avez dit? À peu près, 2-3 mètres. Oui. Vous travaillez aussi donc, sur l'aspect un peu marin, de traces éventuellement de failles dans le domaine sous-marin, le long de la côte. J'espère d'avoir le moyen de travailler, mais en fait, il y a l'accès aux données et l'accès pour avoir observé vraiment les choses pratiques et scientifiques modernes. C'est vraiment difficile, jusqu'à présent. Au moins pour moi, jusqu'à présent, c'était vraiment difficile. Mais si possible, j'aime bien un peu plus précisément regarder ce qui se passe sous-marin. Parce que toutes les estimations, les calculs qu'on fait, ça peut être changé avec les données qui viennent d'une observation vraiment moderne. Quoi. Et vous échangez les données sismologiques avec les pays du sud du Golfe Persique? Très généralement, oui, mais si vous demandez des collaborations locaux, pas beaucoup malheureusement. Mais en gros, c'est-à-dire l'échange de données en gros de façon internationale, oui. Mais alors, il y a un mois, j'étais au Qatar, j'étais invité là-bas, j'ai donné la proposition au l'État du Qatar d'avoir une collaboration bilatérale parce que j'ai dit là-bas que c'est une question de côté de Golfe Persique, c'est pas une question de chacun de nous. Seulement. Donc, mais alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup des interventions des gros pétroliers là-bas. Donc, la plupart de ce type de compagnies, quand ils viennent travailler, c'est l'échange de données avec eux, même en Iran, c'est la même situation. C'est pas très facile. C'est-à-dire, quand ils viennent, ils font une étude pour eux-mêmes et hop, ils partent sans avoir donné les données. Donc, c'est très difficile pour les scientifiques de faire un calcul ou faire une étude spécifique avec ce type des interventions. Oui. D'un point de vue géodésique, il y avait des choses qui avaient été faites, alors je ne sais plus si c'était dans les collaborations que vous avez avec Denis Aspel aussi peut-être. Oui. Il y avait des choses qui avaient été faites, vous avez vraiment quelque chose dessus, c'est là que vous avez des réseaux géodésiques oui. denses aussi. Oui, des réseaux géodésiques, peut-être Jacques peut expliquer mieux que moi, mais c'est le National Cartographic Center, NCC de l'Iran, qui est le responsable, après l'an 2000, il y avait une collaboration vraiment importante avec la France, avec Strasbourg et Montpellier. Il y avait beaucoup de profils intéressants qu'ils ont fait. Moi-même, personnellement, j'ai participé dans quelques manips. Sismique, vous voulez dire? Sismique et géodésique, GPS, tous les deux.
Donc, il y avait les articles qui sont publiés là-dessus, pas seulement pour le montagne de Alborz, mais pour Zagros et les autres endroits du pays. Il y en a plusieurs, peut-être plus de 10-15 articles qui sont publiés maintenant sur ce type d'études récentes et intéressantes. Et c'est un autre institut qui s'occupe de la géodésie, de la gravimétrie, l'équivalent de l'IGN en Iran, alors qu'eux sont spécialistes de la sismologie. Et donc dans la partie sismologie, pour essayer de comprendre un peu, il y a la partie, on va dire, instrumentale, mesure, interprétation, et aussi, quand on parle de faille active, la partie terrain, morphologie, analyse, tranchée, etc. Vous travaillez sur les deux sujets ou c'est encore un autre organisme qui travaille sur ces aspects-là? Pour la faille active, hein, donc pas le sismicité. Il y a des collègues dans mon institut qui font sur la faille active, mais il y a le service géologique de l'Iran aussi, qui s'engage beaucoup dans le faille active. Et il y a quelques-uns de mes collègues qui font le faille active, néotectonique, sismotectonique et tout. Et il y en a les chercheurs dans quelques instituts d'universités, des autres instituts différents qui font ça. Donc il y a, à mon avis, c'est une communauté scientifique intéressante, pas très peuplée, mais en tous les cas bien étudiée, avec les qualités internationales qui s'engagent dans les études et les mesures, la sismicité, géodésie, la sismique et les aspects qui concernent la sismique, c'est-à-dire glissement de terrain et les autres choses comme ça. Et très récemment, on a développé nos études vers le risque sismique, c'est-à-dire en regardant la vulnérabilité des villes, des grandes villes, on fait les mesures et le calcul de vulnérabilité à la sismique pour avoir une analyse de risque sismique. Parce que avec le même niveau de la sismique, on peut avoir des risques différents, vraiment différents. Donc c'est un aspect que très récemment on concentre de plus en plus là-dessus. Je vais poser une question plus générale par rapport à ce que tu disais. Vous aviez une collaboration avec la France un peu dans les années 2000, notamment beaucoup avec Grenoble et Montpellier, puis que je faisais aussi. Maintenant, quels seraient les thèmes dans lesquels vous aimeriez bien collaborer ou quelles sont les attentes que vous avez en venant voir un peu, est-ce que vous avez des sites particuliers que vous voulez étudier ou des méthodes particulières que vous voulez traiter, etc. Et en général, tous les aspects qu'on a travaillé ensemble avant, ça peut être intéressant à continuer parce qu'ils ont interrompu dans un certain moment, en 2006 comme ça. Alors maintenant, à mon avis, après 10 ans, on peut aller refaire les choses, les données, les choses qui ont été faites cependant et hop, continuer les études qui doivent être faites à l'époque, mais maintenant on peut le faire. Mais pour les sites spécifiques intéressants, pour faire un focus, à mon avis, Téhéran, la grande ville, c'est une question majeure, c'est-à-dire du point de vue des mégapoles du pays, c'est Téhéran, Mashhad et Tabriz, c'est Téhéran, c'est-à-dire Téhéran et Karaj, parce que l'ensemble, c'est une agglomération de plus de à peu près 18 millions de population. Donc c'est très intéressant et très important pour le point de vue de risque sismique. Mashhad, c'est une agglomération de 4 millions, Tabriz à 2 millions, donc tous les trois, à mon avis, ils sont les endroits, les villes, pour faire l'attention importante. Du point de vue de la mer, peut-être toute la côte du sud de l'Iran, c'est-à-dire Makran et Golfe Persique, peut être intéressant pour regarder les aléas de type de tsunami, de glissement de terrain dans la mer, et les aspects comme cela. Et, à mon avis, un autre aspect très important est essayer de développer
les fondamentaux de l'observation technologique qui est besoin pour faire les affaires scientifiques, par exemple pour l'observation sismologique et pour géodésie. Parce qu'il faut avoir, soit par le format de données, base de données, l'instrument et le moyen de transfert de données, tout doit être renouvelé et réétudié à mon avis. Donc ils sont les aspects vraiment importants pour faire une concentration importante. Il n'y a plus de questions. On te remercie encore une fois. Merci. Merci Et beaucoup. n'hésitez pas à contacter Mehdi. Je crois qu'il y a tes coordonnées qui sont accessibles Oui, sur le sur le site, même sur votre site, C'est ça. si vous faites clic. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. Merci. Merci.